Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo courte sur le temps long. Voilà. Je voulais vous en parler parce que aujourd'hui encore le Covid fait la une de l'actualité. Alors on nous parle essentiellement du fait qu'aujourd'hui, 1er septembre, le port du masque devient obligatoire en entreprise et puis de la rentrée de nos chers enfants dans les écoles. En conditions Covid, et donc avec tous les ajustements, les situations de crise qui se présentent. Bon. Et ce traitement médiatique qui sautille tous les jours, c'est un nouvel événement, m'a ramené à un fait lourd et très très simple. Ça fait 7 mois que tous les jours, le Covid fait la une de l'actualité. 7 mois. Ça fait plus de 200 jours que tous les jours, le Covid fait la une de l'actualité. Et en fait, le Covid est quelque chose comme un matériau hybride pour les médias, difficile à traiter. Ça ne correspond pas au fait divers. Le fait divers, c'est un fait marquant, mais qui n'a pas de sens. Le fait d'actualité, c'est un fait marquant et qui s'inscrit dans un régime de signification, mais qui est vraiment inscrit dans une actualité brûlante. C'est pour ça que les chaînes d'infos en continu peuvent en parler continuellement. Et puis, il y a des marronniers. Alors, les marronniers, c'est des faits peu marquants relatifs à des régularités de la vie quotidienne. On ne veut pas assimiler le Covid à un marronnier. Mais alors voilà, c'est un événement d'actualité quotidien qui sautille sans arrêt sur une période de temps long. C'est là-dessus que je veux alerter votre attention et nous amener à réfléchir un peu. Alors, cette longue durée, elle commence fin janvier 2020. Il y a un patient, un touriste arrivé le 23 janvier qui décède au service de réanimation de l'hôpital Bichat. Bon, alors un mois plus tard, on a le stade 1 du plan Orsan. On décide de confiner les personnes touchées. C'est très particulier, ça ne correspond pas du tout au confinement tel qu'on le connaît. C'est isoler les personnes touchées. Stade 2, le 29 février, très peu de temps après, limitation des occasions de contagion, interdiction des rassemblements. Donc on confine les personnes qui sont touchées, on s'attaque à la population non touchée en lui disant cesse de te rassembler parce que tu vas créer des occasions de diffusion du virus. Et enfin, alors juste à ce moment-là, on a le début mars, l'événement constitutif de la réaction de l'État français. Un krach boursier mondial. Bon. Et puis, boum, tout comme par hasard, le 14 mars 2020, les mesures de confinement. Alors, ce qu'on a appelé confinement, qui sont en fait des mesures d'interdiction de déplacement de la population et de restriction dans les déplacements de la population. Et alors, on pourrait voir 3 temps dans ces 7 mois de Covid. D'abord, une espèce de réaction très lente, très précautionneuse, très tâtonnante, puis une réaction très brutale, et maintenant quelque chose comme une attente glacée de la prochaine catastrophe. Bon. Alors, néanmoins, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ce phénomène de temps long, voilà, qui a duré plus de 200 jours, dans le fond, on a l'impression d'avoir vécu collectivement des successions de petits épisodes, de nouveaux suspens, de nouvelles mises en tension, comme si on était incapable d'engager réellement le temps long, par exemple sur la question des responsabilités, et par exemple sur la question des réformes à faire. On y viendra tout à l'heure. Mais on est quand même sur un phénomène qui a produit... alors je regardais les statistiques il y a 2 jours, hein, le 29 août 2020, 267 000 cas déclarés, 86 177 guérisons et plus de 30 000 décès. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui, sur 7 mois, a eu un impact extraordinaire si on le considère comme un fait d'actualité notoire. C'est rare qu'on parle d'un fait d'actualité qui fait... Alors c'est vrai que si on considère le nombre de morts dus au Covid, on a une réaction à l'échelle nationale qui peut paraître étonnante à première vue, puisque dans le fond, les tumeurs produisent chaque année beaucoup plus de morts que ce que le Covid a pu produire. Les maladies cardiovasculaires produisent beaucoup plus de morts que ce que le Covid peut produire. Pour ceux que les chiffres de la morbidité en France intéressent, je vous mets un lien vers des chiffres de l'adresse dans les commentaires, mais même une maladie comme la maladie d'Alzheimer, par exemple, produisait en 2016 plus de 40 000 morts. Et on voit bien que la maladie d'Alzheimer, à ce moment-là, ne fait pas actualité.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas non plus le fait de ne pas avoir de remède qui fait actualité, puisqu'on n'a pas de remède contre la maladie d'Alzheimer. Ce qui fait actualité, c'est un ensemble de choses, notamment le surgissement de cette maladie, son caractère mondial, l'ensemble des mesures qui ont été prises et qui bouleversent notre quotidien. Mais voilà, ce que je veux vous faire sentir maintenant, c'est que de la même manière que cancer, maladies cardiovasculaires et Alzheimer sont sortis de l'actualité, ne font plus événement. De la même manière, la Covid sortira de l'actualité, deviendra inactuelle, et deviendra en fait un élément de la vie quotidienne accepté, dès lors que soit on l'éradique, soit on trouve un médicament qui permette d'en diminuer les effets négatifs et notamment la morbidité, soit encore qu'on accepte le risque de cette morbidité. Pour l'instant, on ne l'accepte pas. Donc c'est ce qui fait en quelque sorte l'actualité de la maladie et cette espèce de durée étonnante de la présence de la maladie comme principale source de justification et de légitimation des politiques conduites par le gouvernement français actuel. Quels sont les grands changements si on observe le temps long? Alors d'abord, en termes de biopolitique nationale, c'est-à-dire de gestion des corps national par une entité politique. Il me semble qu'on a là une biopolitique particulière parce que elle touche à l'intimité, le masque, les gants, les postillons, la salive, mais aussi et surtout, elle touche l'espace entre les corps. C'est pas seulement gérer le corps de l'autre en lui disant prends telle précaution, prends ce médicament, toi qui es malade, sois éloigné des autres, c'est gérer la distance entre tous les corps qui se côtoient, qui se rencontrent, qui se fréquentent, changeant ainsi globalement, brutalement et sur la durée le régime de la socialisation dans le pays. C'est non seulement les civilités qui sont changées, mais encore la manière dont on peut se fréquenter, dont on peut se croiser dans la rue, dont on peut échanger des manières de faire, de vivre, de sentir, dont la sociogenèse, en fait, la production du fait social national, on pourrait dire, se produit. C'est donc une politique qui s'insinue au cœur de la relation entre tous et toutes les citoyennes du pays. Voilà. C'est-à-dire que ça vient, c'est une biopolitique de l'espace entre les gens. Et ça, c'est relativement... voilà, on contrôle la distance, pas seulement sur la route, mais dans tout espace public et au travail et lors des rassemblements. Alors ça change aussi ce que c'est que le privé. Le privé, l'espace privé, dans le fond, c'est le seul endroit où ne s'appliquent pas les règles de l'espace public. Par conséquent, c'est le seul endroit où on peut ne pas porter le masque. L'espace privé, c'est le seul endroit où l'on peut ne pas porter le masque. Bien. Par exemple, en entreprise, aujourd'hui, même dans une entreprise privée, on est obligé de porter le masque. Bien. Alors, ça me fait penser à certaines politiques qui ont été menées contre le terrorisme, certaines mesures qui ont été prises contre le terrorisme et qui ont impacté aussi nos représentations et nos pratiques. Et notamment celle qui s'est incrustée dans le long terme dans l'usage des transports en commun, de surveillance réciproque, qu'on appelle la vigilance des citoyens. C'est-à-dire que cette habitude de surveiller l'autre pour voir s'il participe bien de la sécurité collective. Alors là, c'est dans le port du masque, c'est immédiatement ça, mais c'est aussi est-ce qu'il maintient de bonnes distances, est-ce qu'il a de bonnes pratiques corporelles vis-à-vis de la collectivité dans les transports en commun, mais aussi au restaurant, au bistrot, dans la rue, dans tous les endroits où nous sommes amenés à nous fréquenter. Au travail, évidemment. Bien, alors, donc c'est voilà, biopolitique de l'espace social. Voilà. Mais vraiment de manière très matérielle, l'espace entre les individus. Deuxième point qui me vient à l'esprit tout de suite, le télétravail. Le télétravail qui s'est développé, dont on parle beaucoup plus, on en parle tous les jours, comme quelque chose à développer, à exploiter, à justifier, à légitimer, à faciliter. Et le télétravail, pardonnez-moi, c'est quand même tout simplement une extension du domaine de l'entreprise dans la maison. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à louer du bureau, l'entreprise
utilise vos locaux et le transforme en espace de travail, peut y importer ses normes, son rythme, ses règles, son atmosphère, enfin voilà, tout ça. Bien. Euh, Dernier point vis-à-vis de l'espace, je fais trois petites remarques vis-à-vis de l'espace et puis je bascule ensuite à une réflexion plus centrée sur le temps. Euh, il me semble qu'on pense de temps en temps, par éclair, par épiphanie successive, le lien entre mondialisation et Covid, mais il me semble que quand même on est relativement incapable, on est une espèce de suspension de l'intelligence collective de voir le lien organique et de penser le lien organique entre la mondialisation et la fulgurance de déploiement du Covid. La fulgurance de déploiement du Covid, ce qui fait que nous avons été surpris, pris de vitesse, incapables de réagir, a un lien direct, organique et multiple à la mondialisation. D'abord, la mondialisation permet que, alors que la maladie se déclare en Chine quelques jours plus tard, on peut la retrouver en France, parce qu'il y a une circulation des matériels, des matières, des biens, des gens. La mondialisation de la production fait que on a pu déléguer la production de molécules pharmaceutiques ou de masques à d'autres pays, qu'on se retrouve dans une division du travail mondial telle que nous ne soyons plus en capacité de produire. Et puis par ailleurs, la mondialisation, c'est aussi réel dans le mode de circulation des individus et des biens en France. Dans un monde démondialisé, on n'a plus besoin de traverser le pays du jour au lendemain avec des tonnes de marchandises dans tous les sens, etc. Donc vraiment, tout le régime qui permet le fait qu'on soit pris de vitesse par le virus, sa fulgurance de diffusion et notre impuissance à y réagir, c'est entièrement lié aux diverses dimensions de la mondialisation économique et technique du monde et de la France en particulier. Voilà. Alors je voulais aussi, surtout, réfléchir sur le temps, sur ce que cette période a eu comme impact par rapport au temps. Mon impression que je vous livre, l'hypothèse que je formule, c'est que, dans le fond, une fois encore, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais qui est à l'œuvre dans le traitement médiatique et dans la façon dont les citoyens, les citoyennes vivent l'épisode du Covid, on a mis en place quelque chose comme une forme de présent perpétuel. Chaque matin est un nouveau présent, on est toujours dans le présent, dans le nouveau présent, dans la réaction. Coincé dans les communications quotidiennes du bilan épidémiologique publié par Santé publique France. On est vraiment coincé dans un espèce de présent, avec une énorme difficulté à inscrire le passé dans la prise de décision, c'est-à-dire qui est responsable de la situation, notre impuissance, l'état de notre système de santé, voilà, qui est responsable de ça dans les politiques passées, et puis évidemment le rapport au futur, hein, qu'est-ce qu'on va changer réellement. On annonce des mesurettes, on prend des postures, mais on voit bien qu'on est réellement incapable de s'inscrire dans une posture anthropologique profonde tournée vers le passé qui serait « nous devons redevenir ce que nous étions auparavant ou demeurer ce que nous sommes ». On est complètement incapable de ça. Voilà, on reste dans une espèce de réaction au coup pour coup et la fiction que l'innovation, le marché, l'innovation technologique et la fluidité du marché vont résoudre nos soucis. Alors, on fait des gros clins d'œil, je sais pas moi, avec le Haut Commissariat au plan de M. Bayrou, on fait un clin d'œil à ce qu'on appelle le temps in illo tempore, hors du temps de la fondation du pacte social primitif, hein, qui est le moment du gaullisme. Et donc voilà, c'est comme si on se renvoyait simultanément au gaullisme et aux jours heureux, en disant voilà, on revient à cette période où on était capable de faire ensemble, de planifier, de construire pour le bien commun. Bon, évidemment, il n'en sera rien. Mais toujours est-il que voilà, on y fait des petits clins d'œil. Il me semble que voilà, le premier truc, c'est on s'est fixé collectivement dans une attention très importante sur le présent. Une fois encore, ça n'est rien de nouveau, mais c'est comme ça qu'on traite ce problème-là.
Alors ensuite, il y a d'autres points qui m'intéressent. Par exemple, nous nous sommes habitués aux gestes barrières. Nous nous sommes habitués aux gestes barrières. Bon, c'est pas grave, c'est même peut-être bien, j'en sais rien. Mais les gestes barrières, néanmoins, c'est vis-à-vis de la culture française quelque chose comme une civilité à l'envers. C'est-à-dire que ça n'est pas dans la manière dont on s'approche de l'autre et dans la manière dont on lui tend la main, dont on lui fait la bise, dont on, je sais pas, voilà, s'approche de lui, on témoigne de sa civilité, c'est en restant distant, c'est en restant éloigné, c'est en prenant ses distances. Voilà, c'est pas en partageant la nourriture à la main, en coupant, je sais pas moi, le saucisson à l'opinel et en mettant du petit rouge dans le petit noir du voisin, qu'on crée des liens. On assure l'autre de sa qualité civile en gardant sa distance. Alors ensuite, on retrouve ce motif-là dans l'habitude du masque. Nous nous sommes habitués au masque. Quand je me promène là partout, les gens portent des masques, c'est tout, hein. Moi aussi d'ailleurs. Or, si on renvoie ça à des éléments de culture française, le masque, c'est à proprement parler la responsabilité inversée. C'est-à-dire qu'une fois encore, au lieu de dire je suis un sujet d'imputabilité, je suis un sujet responsable, je peux être reconnu et assigné à ma responsabilité, donc je me promène dans la rue tête nue, à visage découvert, c'est-à-dire en étant responsable de mes actions, et bien là, je suis responsable en me dissimulant. Je montre que je suis responsable, je montre que je suis un... C'est marrant d'ailleurs, plus un sujet de droit, mais un sujet responsable, en masquant mon visage. Bon. Alors on s'est habitué aussi, et sur le long terme, ça fait 7 mois, hein, sans que ça fasse scandale, euh, au fait que nous soyons un pays avec des maladies de vieux. Voilà. Parce on dira ça comme on veut, hein. Le Covid, c'est principalement une maladie de vieux. Je sais bien que c'est dramatique, il y a des jeunes personnes qui sont touchées, qui sont mortes, et qui mourront peut-être, mais néanmoins, avec toute la brutalité que les statistiques importent, l'âge médian des personnes qui meurent du Covid, c'est 84 ans, et 90% est 65 ans et plus. Bon, voilà. Euh, donc on meurt du Covid quand même ultra majoritairement quand on est une personne âgée. Bien. On s'est habitué à la naissance d'un... Ah oui, un autre petit point au passage. Quand on regarde le nombre de morts par million d'habitants, quand on regarde l'ensemble des statistiques de comparaison internationale, etc., la façon dont on a pu réagir par ailleurs, dont on a pu mobiliser notre industrie, on s'est habitué, je crois, à quelque chose de décalé dans ces 7 mois. On a enfin pris conscience que la France n'était plus dans le peloton de tête des puissances mondiales, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue politique. Nous sommes maintenant une puissance de seconde zone, une toute petite puissance. Et là aussi, le temps long est repoussé, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte comme un fait, on fait comme si on était choqué, et on n'aperçoit pas que des séries de politiques, qu'elles soient sociales, libérales ou purement libérales, ont complètement déconstruit les outils de la puissance française, de son excellence scientifique, de son excellence médicale. Voilà, on est devenu vraiment l'ombre de ce que nous avons pu être il y a 50 ou 60 ans en comparaison internationale, évidemment. Et ça, on s'y est habitué, et de manière assez étrange, on n'arrive pas à dire la phrase. Les politiques sociales libérales et libérales ont détruit la puissance de la France. Point. Elles sont donc, par conséquent, relativement peu... Je ne m'avance pas plus loin. Oui, alors, point suivant sur les choses voilà, auxquelles nous nous sommes habitués lentement. Et ça, c'est probablement dû à l'intervention dans l'espace public du professeur Raoult et à l'importance que cette intervention a pu y prendre. On a repris conscience du conflit entre la vocation de savant et la vocation de politique. Raoult disant très clairement, moi je suis un scientifique, je ne fais pas de la politique. Et mes opposants, quand il est poli, il dit ils font de la politique avant de faire de la science un peu sérieuse.
mais il met aussi en évidence des choses que dans le milieu de la recherche on sait très bien, mais que peut-être le sens commun a plus de mal à assimiler, et là il a assimilé clairement. C'est le lien de collusion extrêmement fort qui existe entre le politique et l'économique. Il ne faut même pas parler de la corruption, du lobbying émanant des grandes entreprises pharmaceutiques. C'est beaucoup plus simple que ça. Aujourd'hui, la position du politique se confond avec celle des intérêts économiques des puissances privées. Voilà. En gros, ils poursuivent le même but. Dès lors, on pourrait parler d'une forme d'opposition entre la vocation de savant d'un côté, ce qu'on doit faire quand on est savant d'un côté, ce qui donne sens à son activité quand on est savant, les règles du métier tout simplement, et puis de l'autre, la vocation de ce qu'est devenu le politique, c'est-à-dire la vocation de ceux qui courent après la croissance dans le fond et l'augmentation des valeurs ajoutées sur un territoire ou sur tous les territoires à la fois. Donc c'est vraiment la prise de conscience lourde, mais toujours au présent, de la nécessaire distinction, séparation entre ces champs-là. Et on va arrêter peut-être de nous dire mais non, c'est très très bien que le privé investisse dans la recherche et qu'elle se substitue à l'État dans le financement de la recherche, parce que dans le fond, on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Bien. Dernier point auquel on s'est complètement habitué et qui est passé totalement inaperçu dans les médias, je vous mettrai le lien des études qui ont été produites et qui le démontrent, c'est que de la même manière qu'en France, il y a des maladies de vieux, et en France, il y a des maladies de pauvres, et que c'est le grand retour des maladies de pauvres et de l'inégalité par rapport à la santé. Alors cette égalité face à la santé n'a jamais existé. On a pu la réduire, mais moi, ce qui m'intéresse dans l'épisode, c'est que d'abord, l'information que le Covid est une maladie de pauvres, qui touche beaucoup plus violemment les personnes pauvres et les municipalités dans lesquelles il y a une plus grande proportion de personnes pauvres, est passé inaperçu, voire au début a été nié, repoussé, tordu. Bon voilà, ça c'est un fait. Et la deuxième chose, c'est que ça ne fait l'objet d'aucun traitement politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction qui dirait voilà, ça fait 7 mois que les plus pauvres d'entre nous souffrent plus que les autres. C'est insupportable, ça démontre l'incapacité à produire de l'égalité sur le territoire et à travers les classes sociales, et par conséquent nous devons de toute urgence mettre en place telle ou telle politique parce que l'inégalité face à la maladie est insupportable. Non, non, non. La grande urgence, le trébuchet par rapport auquel le gouvernement va juger de l'efficacité de sa politique, c'est la relance de l'économie. C'est principalement ça, et de manière dérivée, la maîtrise de l'épidémie de telle sorte qu'elle permette la relance de l'économie selon les options que le gouvernement a choisies. Voilà. Donc, je voulais simplement partager avec vous ces quelques éléments pour vous rappeler que le Covid, c'est pas une succession de news, d'actualité, mais véritablement un fait social massif, tout azimut, qui touche tous les champs de notre existence. C'est vraiment un fait social total, c'est-à-dire que toutes les institutions de la société s'expriment à travers ce qu'on peut observer sous le nom Covid-19, et que ce fait-là se déploie dans la durée, et que cette durée-là va laisser des traces dans la société française. Ces traces-là touchent aussi bien l'espace qui entre en contrôle du politique entre les individus, et puis l'ensemble des choses que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que ça fera avancer notre réflexion sur la nécessité de recourir à des politiques de temps long. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne journée, à bientôt.